Merci encore de votre présence à ces rendez-vous mensuels. Je vous dis vraiment sincèrement, je vous remercier de votre présence. C'est vrai qu'on voit un petit peu toujours les mêmes collectivités, mais c'est vraiment quelque chose de positif. Après, c'est pas forcément ce qui nous pose de difficultés, mais si vous ne nous posez pas de difficultés, c'est justement parce que vous venez. Et donc nous, ça nous encourage quand même à poursuivre ce genre de rendez-vous thématiques. Et je le répète, et je le dirai encore à la fin, on est aussi à votre écoute s'il y a des thèmes que vous voulez aborder pour les prochains vendredis du CDG, puisque régulièrement, nous fait un appel aux agents du centre en disant, voilà, est-ce que vous avez des idées d'actualité ou de thèmes qu'on pourrait aborder? Donc j'en propose un certain nombre qui sont toujours liés à la réglementation nécessairement, mais il peut y avoir d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser dans d'autres domaines, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on travaillera en interne pour vous proposer ce genre de rendez-vous. Bon, vraiment, merci de votre participation et de votre attention sur les éléments qu'on vous a exposés. Là, on va simplement aborder le règlement intérieur, qui est un sujet vraiment assez vaste. Règlement intérieur, puisqu'on a mis un règlement intérieur type sur lequel on est encore en train de travailler et de peaufiner. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'une disposition normative, législative ou réglementaire vous impose un règlement intérieur. Pourtant, c'est une obligation. Vous devez avoir un règlement intérieur parce qu'on va le voir, il y a un certain nombre de thèmes, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous ne pouvons pas, au centre de gestion, répondre à la place des collectivités territoriales. Les réponses vous appartiennent. Et très souvent, ces questions-là ne sont pas anticipées. C'est-à-dire qu'elles se posent le jour où vous êtes confronté à la situation et c'est déjà trop tard. Il faut répondre aux questions avant qu'elles se posent. Donc autant vous les donner avant. Je vais passer par un pied détourné. En commune, vous connaissez l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui est un article du Code qui dit que, voilà, vous savez pertinemment que dans une commune, le maire dispose d'un certain nombre de compétences propres et il prend à ce titre-là des arrêtés. Le conseil municipal a aussi ses compétences propres et il prend des délibérations. Et puis le L2122 du CGCT dit que le maire peut en outre, par délégation, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat d'un certain nombre de domaines, d'un certain nombre de points. Il y en a 29 dans l'article du CGCT. Si je prends un article au hasard, rien à voir avec la RH, mais pour vous faire comprendre la philosophie, le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité de fixer des tarifs, dans une certaine limite ou pas. Le conseil municipal peut très bien dire le maire est compétent pour fixer les tarifs de moins de 100 €, par exemple, moins de 150, moins de 200. Ou alors, non, le maire n'est pas compétent pour fixer les tarifs, peu importe. Eh bien, si un jour vous appelez le centre de gestion ou l'interlocuteur pour dire « Mais écoutez, est-ce que le maire peut fixer les tarifs lui-même ?» Qu'est-ce que je vais vous répondre? Ça dépend ce que vous avez délibéré. C'est une question sur laquelle je ne peux pas répondre à votre place. Et donc, on va voir qu'en matière de ressources humaines, très souvent, régulièrement en tout cas, on est confronté à ce genre de situation où il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre à la place des collectivités parce que cela relève du propre choix et des propres règles que vous avez instituées. Et le pire, c'est quand il n'y a rien, il n'y a pas de règle qui a été indiquée dans vos règlements. C'est pour ça que je dis, oui, le règlement, directement ou indirectement, c'est une obligation, parce qu'on le verra dans différents textes, on renvoie aux décisions des collectivités territoriales. Donc je prends vraiment le L21.2 à votre mission, parce que c'est quelque chose que j'ai connu à l'époque, c'est de dire, mais oui, mais c'est à vous de définir vos propres règles. Et donc, définir vos propres règles passe le cas échéant par un règlement intérieur ou par la computation de diverses délibérations. C'est pour ça que je vous dis, vous ne trouverez pas de texte qui vous dira que c'est obligatoire. Pourtant, je vous assure que indirectement, ça l'est. Donc, il y a des questions qui sont posées. Et je vous disais, le règlement intérieur, vous l'avez peut-être déjà. Vous l'avez peut-être déjà par le biais des inégalités de gestion. C'est pour ça qu'on a fait un vendredi du CDG sur les SDG. Par le RIFSEP, là aussi, il y a un certain nombre de points qu'on verra après qui dépendent des collectivités. Mais également le protocole d'ARTT.
comment sont gérées éventuellement les RTT dans votre collectivité. Est-ce que je dois les prendre tous les mois? Est-ce que je dois les prendre régulièrement? On le verra, les heures supplémentaires et les heures complémentaires. J'ai envie de vous poser la question, les heures supplémentaires payées ou récupérées? Payées avec une majoration ou sans majoration? Si vous me posez la question, je vais vous renvoyer la balle. Ça dépend ce que vous avez délibéré. Les astreintes et les permanences. Est-ce que des astreintes ont été instituées? Pour qui? Dans quel domaine? Là aussi, on a souvent des questions, mais les règlements d'astreinte, c'est une obligation. La journée de solidarité. Dans votre collectivité, quelle est la journée de solidarité? C'est un jour férié en moins? Je ne sais pas, c'est le lundi de Pentecôte. C'est un temps de travail journalier en plus. Là, il ne faut pas se tromper. Une chambre régionale des comptes peut venir vous poser la question. C'est quoi votre journée de solidarité? Comment vous l'avez matérialisé? L'exercice du temps partiel, sur autorisation, pas le temps partiel de droit. On le disait tout à l'heure avec Camilla. Sur le temps partiel, c'est à chaque collectivité de définir les quantités de temps de travail qu'elle permet. Et si je suis par exemple à temps partiel, j'ai un agent qui a 39 heures plus 24 jours de RTT, il me demande à 80%. Je fais 80%, 39 heures et je priorise les RTT, ou je pars sur 80% de 35 heures. Soit on a déjà eu la question, et là on renvoie la balle. Ça dépend ce que vous avez délibéré. Le compte épargne-temps, c'est la même chose. Vous avez un CET au-delà de 15 jours, c'est monétisable ou pas? Ça relève des choix des collectivités, comme le télétravail, puisqu'on a encore une question hier sur le télétravail, où la négociation était obligatoire en 2021. Et s'il y a du télétravail, il y a nécessité de fixer les règles. Donc, pour illustrer, je ne vais pas aller loin, je vais vous poser également des questions. C'est pour ça que le règlement du temps de travail, pour moi, c'est une thématique particulière, parce que je ne vais pas répondre à vos questions, je vais vous les poser. Quid de votre régime indemnitaire en cas de congé de maladie? Vous avez un agent qui est en CLM. Est-ce que je maintiens son régime indemnitaire? Dans un premier temps, on le faisait, mais le Conseil d'État a dit que ce n'était pas possible. Avec le décret du 27 janvier 2024, en vigueur le 1er septembre, en cas de congé de maladie pour les fonctionnaires d'État, on peut maintenir le régime indemnitaire à hauteur de 33% la première année et 60% la deuxième et troisième année. Ça, c'est pour les agents d'État, c'est la limite haute à ne pas dépasser. Mais est-ce que vous avez délibéré pour savoir si on maintenait dans la limite des services de l'État le régime indemnitaire en cas de congé de maladie? Et si vous vous posez la question simplement le jour où vous avez un agent qui est en CLM, c'est déjà trop tard. Mince, on ne peut pas maintenir son régime indemnitaire parce qu'on n'avait pas délibéré sur l'effet de pouvoir lui maintenir partiellement son RI. Et si vous le faites quand même alors que vous n'avez pas délibéré, ça s'appelle un détournement de fonds publics, puisque vous n'avez plus de base légale pour maintenir un régime indemnitaire. Autre sujet d'actualité, on va rester dans la maladie, mais j'ai des thèmes. Le congé de maladie ordinaire, vous avez remarqué qu'on était passé de 100% à 90%. Au passage, ça nécessite du coup maintenant à chaque arrêt maladie de prendre un arrêté à produire au comptable, alors qu'avant il n'y avait pas besoin puisqu'il est battu à 100%. Donc en matière de logistique administrative, même pour nous, c'est un peu plus lourd. Mais est-ce que l'agent perçoit 90% de son régime indemnitaire aussi? 100% non. Est-ce qu'il peut maintenir 90%? Ça dépend si votre délibération prévoit que les primes et indemnités suivent le sort du traitement. Si vous ne délibérez pas pour dire que les primes et indemnités suivent le sort du traitement, vous avez un agent qui est en congé de maladie ordinaire, il n'a pas de régime indemnitaire. Et si vous le maintenez alors que vous n'avez pas de base légale, là encore, le comptable peut refuser de payer. Deuxièmement, c'est un détournement de fonds publics, vous n'avez pas de base légale pour rémunérer votre agent. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, c'est pas, je pense, un thème qui va durer trop longtemps, mais c'est vraiment vous interpeller sur les questions que je vous pose. Et là, je ne peux pas avoir les réponses. Ne venez pas, si, vous pouvez toujours appeler le centre de gestion, il n'y a pas de souci. Mais si vous me demandez, voilà, j'ai un agent qui est en maladie, est-ce que je lui verse du régime indemnitaire? Est-ce que je vais vous répondre à nouveau? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Je ne peux pas répondre à votre place. Moi, je n'ai pas vos délibérations, je n'ai pas accédé à vos délibérations. Et donc, on a beaucoup de thématiques comme ça, et c'est pour ça
qu'on s'est dit on va mettre en place un règlement intérieur qui ne va pas se substituer aux autres délibérations que vous pourriez avoir. On a mis dans le règlement intérieur, on a parlé avec Claudine tout à l'heure, un ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'en cas de contradiction, c'est d'abord les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent, ensuite c'est vos délibérations, ensuite c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur doit toujours s'adapter aux évolutions normatives. On nous demandait un règlement intérieur dans lequel vous voulez évoquer la maladie, bah oui, jusqu'au 1er mars, vous pouvez noter 100% du traitement du régime indemnitaire. Depuis le 1er mars, bah, le décret a changé, donc c'est évidemment le décret qui s'applique. Donc, on a toujours l'obligation, dire indirectement, d'avoir un règlement intérieur. Ça s'appelle la libre administration des collectivités. La libre administration des collectivités, c'est pas je fais ce que je veux. Je suis libre administration, c'est le principe constitutionnel, donc voilà. C'est simplement que dans un certain nombre de domaines, sur un certain nombre de thématiques, les textes prévoient, comme l'article 21-22 du CGCT, qu'il y a des limites, qu'il y a des règles à fixer au sein de vos collectivités. Les choix à faire, on l'a vu dans la gestion des absences. Est-ce que vous avez un règlement du temps de travail? Comment vous gérez les absences des agents? Vous leur comptez combien d'heures? La réponse parlementaire, alors tout ça, ça va être dans un document global, ça s'appelle le règlement intérieur, dans lequel il y a les dispositions normatives et ensuite les choix à faire. Mais là, c'est pour décliner. À la moyenne et au réel, pourquoi? Imaginons, je suis sur un régime de 39 heures. Puis 39 heures, je décide comme ça, parce que le règlement du temps de travail me le permet, je travaille 8 heures par jour pendant 4 jours, et le dernier jour, je travaille 7 heures. Ce qui me fait les 39 heures. Ben, selon si je suis malade ou absent un jeudi ou un vendredi, ce n'est pas la même quantité horaire. Donc je fais quoi? Au réel, on me compte le temps que je suis supposé faire ce jour-là, ou est-ce que je suis à la moyenne? Autrement dit, dans mon cas, est-ce que c'est 7h48, c'est 39 heures, ou 7h45, c'est 39 heures, ou est-ce que c'est 7 heures parce que le vendredi, je suis censé faire 7 heures? Alors, je suis d'accord. Un coup je gagne, un coup je perds, que ce soit l'employeur ou l'employé. Par contre, la règle, elle doit être la même pour tout le monde. Donc, je dois la fixer. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre sur une semaine, mais les gens qui sont en cycle de travail, qui n'ont pas des temps de travail homogènes tout au long de l'année, je pense notamment aux agents techniques. Il y a peut-être un peu plus de boulot, je ne sais pas, en été, quand il faut tondre les pelouses, laguer les arbres, etc., peut-être qu'en hiver. Donc je peux avoir des cycles différenciés. Ben, si j'ai des cycles différenciés, que ce soit sur la semaine, sur la mensuelle, je dois me poser la question comment et gérer les absences. Et nous, on est parfois interpellés par des maires, surtout Yamina, sur des mon agent, il nous doit 32 minutes. Ah bon, pourquoi? Il était absent un jour où il devait travailler. Oui, mais qu'est-ce que vous avez mis en place comme règle? J'interviens également, moi, beaucoup en formation. En formation, vous avez un agent qui part en formation. L'agent des formations, il est de 6 heures. Vous lui comptez combien de temps quand il est absent? Surtout que ça peut être sur des journées, des cycles différenciés. Et là, c'est pareil. Le législateur, étant de réponse parlementaire, dit c'est au libre choix des collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment des points sur lesquels je ne pourrais pas, nous ne pourrons pas répondre à votre place. Mais ça, je trouve que c'est mieux de se poser la question avant que quand on est confronté à la situation. Alors, je vais décliner les thématiques, mais je vous assure que sur chacune des thématiques, on pourra faire un vendredi du CDG. Hein. Sur chaque thème, si vous dire la réglementation, la jurisprudence, donc c'est pas l'objet. Et je vous ai dit, par exemple, l'arrêt du Conseil d'État du 4 novembre 2020, je reste un juriste, hein, donc je vous dis de temps en temps de mettre un texte, c'est plus fort que moi. À ce titre, le Conseil municipal est compétent pour déterminer les conséquences des congés maladie des agents pour le calcul de leur temps de travail effectif. À cet égard, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif tantôt inférieur, tantôt supérieur à 7 heures, correspondant sur l'année à un nombre total de 1607 heures, il peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être regardé comme ayant effectué 7 heures de travail effectif. Ça veut dire que là, je suis à la moyenne. Mais je pourrais être au réel. Ce qui veut dire que j'ai potentiellement un planning. Notamment, je pense que ça, c'est vraiment une question qu'on a sur l'annualisation. L'annualisation, on a beaucoup de questions et on est obligé de renvoyer en disant tout dépend ce que prévoit votre règlement de temps de travail sur l'annualisation.
Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faut juste les déterminer à l'avance. Donc on a déjà, je crois, fait 2 vendredis du CDG sur l'annualisation, notamment sur les différentes thématiques. Heures supplémentaires, heures complémentaires, c'est ce que je vous disais. Indemniser, quel taux, récupérer, et surtout s'il y a des heures supplémentaires et des heures complémentaires, quels sont les moyens de contrôle? La réglementation vous oblige à chaque fois que vous payez des heures supplémentaires à avoir un moyen de contrôle efficient. C'est ce que dit la règle du Conseil d'État. Donc on pourrait vous demander quel type. Alors moyen efficient, je ne dis pas forcément contrôle automatique, même si à l'avenir, à mon avis, on va y venir. Parce que les fiches Bristol dans lesquelles on fait du déclaratif, ça ne va peut-être pas aller non plus très longtemps. Surtout qu'en ce moment, la trésorerie n'a pas l'air d'être trop magnanime. Les astreintes et les permanences, est-ce qu'elles sont instituées? Quid d'une astreinte un jour férié? Est-ce que vous avez des agents qui travaillent un jour férié? Est-ce que les services techniques travaillent le 14 juillet? Par exemple, est-ce que des agents administratifs travaillent également un certain nombre de jours? Comment vous gérez le travail de ces agents un jour férié? Vous leur faites quoi? Vous les faites récupérer? Faites récupérer en double? Vous les payez? Vous les payez avec une majoration de 20%? Là, c'est pareil. Nous, on peut s'éviter beaucoup de questions si vous définissez vos règles en amont. La journée de solidarité, j'en ai parlé. Le temps partiel ou sur autorisation de quelle quotité? Surtout que je rappelle que depuis peu, on peut être à temps partiel sur un temps non complet. On ne pouvait pas avant. C'est-à-dire qu'on peut être à 80% sur un poste à 70%. En matière de calcul, en matière de gestion, il y a mieux, mais bon. Mais bon, voilà. Je dis malheureusement, c'est parce que ça les fait prendre de boulot en plus, il faut caler. Par contre, les temps de travail sur autorisation, c'est à vous de déterminer si l'agent, vous pouvez accorder un 90, un 80%, un 70%, que vous n'ayez pas un agent qui puisse, je vous demande à me mettre à temps partiel à hauteur de 92%. J'ai déjà eu un temps partiel à 99%. Ah oui, parce qu'en fait, en matière de cumul d'emploi, on peut demander à temps partiel pour création d'entreprise. Donc évidemment, ma collectivité, elle n'a pas délibéré sur les quotités, toutes les quotités sont possibles. Je demande à faire un 99%, comme ça juridiquement je suis en temps partiel. Comme je suis à temps partiel, je peux être dans l'article 332-1 du Code général de la fonction publique en disant j'ai le droit de créer une entreprise. Bah oui, la commune a valé, mais je dis vous n'avez pas pris de délibération pour dire que les quotités de temps de travail chez vous, c'est 70, 80, 90, enfin ce que vous voulez, sinon bah, vous êtes ouvert à tout. Donc voilà, plus quelle mise en œuvre. Je suis à 50%, je vous l'ai dit, je travaille quoi? Par demi-journée, une journée sur deux, une semaine sur deux, un mois sur deux, 6 mois sur 12. Si je suis à temps partiel, est-ce que vous avez la régularité de cette mise à disposition à temps partiel? Ben là aussi, il faut éventuellement laisser des marges de manœuvre, mais aussi fixer certaines règles. En disant, le cas échéant, ben voilà, le temps partiel à 50% sera sur une logique quotidienne, voire hebdomadaire, mais pas plus. Je peux travailler une demi-journée par demi-journée, ou je peux travailler 2,5 jours par semaine. Voilà, mais c'est à vous de le déterminer, et pas uniquement quand la question se pose. Le télétravail, ben, tout bête, si vous avez du télétravail, je rappelle que la négociation sur le télétravail est obligatoire. Le télétravail, vous ne l'êtes pas encore. On est en train d'étudier les textes, parce que pendant l'accord collectif de 2021, ils disent bien que la négociation est une obligation. Qu'est-ce qu'on entend par la négociation est une obligation? Et certains commencent à dire que ça veut dire que le télétravail est obligatoire. Et on a regardé hier, la Cour administrative d'appel de Lyon a retoqué une délibération d'une collectivité qui avait interdit le télétravail à tous ses agents au motif que c'était une prérogative de l'autorité hiérarchique et pas du conseil municipal parce que ça relevait de caractère d'une décision individuelle. Bon, je trouve que c'est un petit peu dur parce que la collectivité, pour l'instant, n'est pas obligée d'instituer, mais elle doit ouvrir des négociations. Mais si vous êtes en télétravail, c'est pareil. Combien de jours sur l'année? Est-ce que vous imposez un temps de présence minimum dans votre collectivité? Bon, vous ne pouvez pas être absent plus de 3 jours, hein, mais voilà. Est-ce que vous dites c'est maximum une journée par semaine? C'est à vous de le définir. Et dedans, vous allez mettre des éléments sur le matériel, sur les moyens de contrôle du service effectif, hein, puisque je rappelle que c'est service fait. Tout ça, ça rappelle dans le protocole télétravail. Sur les congés,
Là aussi, beaucoup de questions, on vous l'a dit. Est-ce que vous autorisez la prise de congé par anticipation? Si au mois de février, je demande à la directrice générale des services du centre de gestion, je veux prendre 3 semaines de congé. C'est des congés que je n'ai pas encore générés sur mon année. Je prends bien mes congés par anticipation. Et puis je lui dis, je suis désolé, au mois de juin, je m'en vais. Donc, en fait, j'aurais pris des congés, mais au mois de juin, je pars. Donc, je ne les aurais pas générés là-dessus. Comment ça se passe pour la collectivité? Là, aujourd'hui, s'il n'y a rien, vous êtes aidé, vous laissez l'agent partir, et il aura pris des congés qu'il n'aura pas générés au sein de votre structure. Donc, là aussi, il y a peut-être des choses à faire et à assumer. Parce que là aussi, moi, si le maire assume en disant « Écoutez, je prends le risque d'autoriser la prise de congé par anticipation », moi, ça ne me gêne pas. On peut même mettre des limites dans la limite 2. Pourquoi pas? Ou alors, tant que, puisque c'est 5 fois la durée hebdomadaire, j'autorise 10 jours de congé jusqu'au mois de mars, et puis après, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Et c'est vrai qu'on a été confronté avec cette question-là, d'un agent qui avait pris tous ses congés en début d'année et qui est parti au milieu d'année. La collectivité me dit, je me suis fait avoir. Oui, parce que j'ai pas les moyens. En plus, on ne peut pas monnayer les congés. Comment on les compte? Puisque c'est 5 fois la durée hebdomadaire du temps de travail. Comment je compte ma durée hebdomadaire du temps de travail, notamment sur des gens qui ont des cycles différenciés, qui travaillent tantôt 3 jours, tantôt 4 jours, tantôt. Voilà. Il faut fixer une règle des départs. Est-ce que vous le fixez à la moyenne en disant, en moyenne, l'agent travaille 4 jours par semaine. En moyenne, l'agent, voilà. Pour avoir le nombre de jours de congé et appliquer toujours la même logique. Si l'agent il quitte un jour à 14h30, vous lui comptez une journée entière. Dans ces cas-là, s'il est sur 5 jours, il a 25 jours de congé. Ou est-ce que vous lui comptez 4,5 jours? Auquel cas, là, il a que 22 jours de congé et demi. Peu importe. Il faut juste avoir la même logique jusqu'au bout. Soit je considère que vous êtes 4,5 jours et à ce moment-là, le jour où vous me posez ce jour-là, ça va jusqu'à 14h30 ou pas. On a eu ce genre de problématique où, l'agent un jour il travaille 3 jours, et une semaine il travaille 3 jours, une semaine d'après il travaille 4 jours, et puis une semaine d'après il ne travaille pas du tout, et puis tout le monde a l'annualisation, et on nous dit c'est 5 fois la durée hebdomadaire. Je préférerais qu'on dise c'est 2 journées par mois, comme dans le privé, moi ce serait plus simple. Parce que 5 fois la durée hebdomadaire, c'est pas si simple. On a eu des questions sur les ordres de priorité. Quand j'ai plusieurs agents qui veulent partir en même temps. Le Code du travail met des ordres de priorité, je le reprends dans le règlement intérieur. Mais il propose des ordres de priorité. À vous de les définir par des libérations. Donc on le verra tout à l'heure dans les ordres de priorité, où on a dit, si la personne elle a des enfants, pas des enfants. J'ai un problème aussi des gardes alternés. Parce que, là, sur une collectivité, les 2 personnes avaient une garde alternée, mais au même moment. Donc, les 2 sont venus à leur employeur en disant, j'ai les enfants cette semaine-là, il faut que je prenne les congés. Oui, mais c'était la même semaine. On peut mettre en place un système de rotation. Celui qui a été prioritaire une année ne sera pas l'année d'après. Mais encore faut-il l'écrire. Je veux dire, donner une formation sur une thématique particulière, vous étiez tous l'esprit d'équipe, la solidarité, on travaillait en bonne intelligence, ça a ses limites. De temps en temps, c'est bien d'écrire. Mais les congés, c'est ça. Je veux dire, les congés, nous, ça va, au sens qu'on peut avoir des arbitrages, mais comme on veut toujours qu'il y ait au moins une personne dans les services, si un jour les 2 veulent partir parce qu'ils ont des impératifs, il faudra bien faire un choix entre l'un et l'autre. Moi, je dis, si j'accorde à l'un une année, l'année d'après, c'est cette personne-là qui sera prioritaire. Mais il faut l'écrire quelque part. Mais les conflits, je fais un aparté, parce qu'on a beaucoup de conflits sur notre quotidien. Les conflits en collectivité, on n'a que ça. C'est pendant des années, il n'y avait pas de règles écrites. Donc ça a été, on s'entend bien, on est copains, etc. On s'arrange entre nous. Jusqu'au jour où on ne s'arrange plus entre nous, donc on essaie de remettre de la procédure et du texte là où c'est nécessaire. Autre question, les délais pour les poser. Moi, aujourd'hui, si Amina qui est présente, qui me dit je veux poser 4 semaines en août parce que j'ai fait une réservation.
quel est le délai minimum de prévenance ou maximum de prévenance? Parce que si je dis, bon, tu as réservé, donc ok, je te l'accorde, et puis au final, bah non, je sais comment. Donc il faut éventuellement dire qu'on a mis dans le règlement, les congés supérieurs à 15 jours devront être posés au minimum ou au maximum avec un certain délai. Donc ça aussi, on a eu des difficultés là-dessus, en disant, bah oui, si moi je réserve pour l'année prochaine, c'est une réservation, je me dis, il faut avoir un bon voyage l'année prochaine, et du coup, ma collectivité n'aura pas d'autre choix que de m'accorder mes congés. Sinon, je perds ma réservation. Mais ça, c'est des choses qu'on a vues en collectivité. Hein. L'agent a réservé, je suis obligé de lui accorder ses congés. Ben non, parce que si vous avez la nécessité de service, vous ne lui accordez pas. Donc, on a aussi là-dessus, de même, hein, les congés posés du jour au lendemain, ça c'est autre cas, on a le cas aussi. Et puis, quelle gestion pour les contrats courts? Un contrat de 3 mois, vous lui accordez les congés, ou vous lui indemnisez ses congés non pris? Bah oui, parce que quand vous avez un contrat de 3 mois, vous avez quand même aussi l'obligation de respecter son droit à congé. Donc il y a certaines collectivités qui mettent dès le départ dans le contrat, non, les congés seront indemnisés à l'issue du contrat. Moi, ce qui ne me gêne pas. Mais au moins, c'est écrit dès le départ, on ne se pose pas la question en cours d'exécution. Donc on a toujours les mêmes thématiques. Les RTT, bah, c'est bien fixer le nombre de jours, parce que c'est vrai qu'on part toujours sur la base de 39 heures, parce que 39 heures, c'est l'ancienne durée du temps de travail. Hein. À l'époque, on payait encore en francs, pour ceux qui ont connu. On était à 39 heures, et on n'avait pas d'ordinateur, on avait des Minitel, et on n'avait pas de téléphone portable. Hein. C'était encore une autre époque. Donc on est parti sur 39 heures. Mais rien ne vous empêche de faire 39h10, c'est d'avoir une journée de RTT en plus, ou 39h20, ou 39h40, etc. C'est récupération du temps de travail. Donc, quelle est votre durée hebdomadaire du temps de travail et combien de RTT cela génère? Donc ça, ce sont des calculs à avoir. On l'a eu au moment des 1607 heures, où parfois on a dit, bah, écoutez, pour générer une journée de récupération supplémentaire, augmenter la durée hebdomadaire de 20 minutes, je crois que c'est 10 minutes, voilà, ça fait 2 minutes de plus par jour, ça vous donnera un RTT supplémentaire. Donc, c'est pas pour autant que c'est obligatoirement 39 heures, je peux aussi limiter en disant, voilà, dans ma collectivité, c'est soit 39 heures avec 24 jours de RTT, soit 37 heures avec 12 jours, soit je mets tout le monde à 35 heures, donc encore faut-il le définir. Donc, il faut définir le nombre de jours et surtout la fréquence. À l'instar des congés, est-ce que je peux prendre mes RTT sans les avoir générés? Récupération du temps de travail. Donc ça veut bien dire qu'il faut que j'ai fait mon temps de travail avant de pouvoir le récupérer. Et le RTT, contrairement au congé, je peux très bien l'imposer en disant, vous le prenez toutes les semaines, une demi-journée par semaine, vous le prenez tous les mois, que ce soit accusé régulièrement. Ça, c'est une possibilité aussi que vous avez à faire dans votre règlement du temps de travail, parce qu'à la fin, on le verra, il y a aussi la réglementation par rapport au CET, au compte épargne-temps. Combien de jours, dans quelles limites, etc. Ça aussi, c'est des questions qu'on a eu à poser, disant, bah oui, mais moi, j'ai jamais refusé un RTT ou un congé, je ne vois pas pourquoi je le ferais déposer sur un CET. Un CET, potentiellement, c'est des bombes à retardement, parce qu'on peut, un certain nombre de jours qui sont dessus. Ça, les autorisations spéciales d'absence. Si vous avez un agent qui se marie, est-ce qu'il a droit à des jours? Je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Les hasards pour mariage ne sont pas des hasards obligatoires. Il y en a très peu des hasards obligatoires. Ce sont des autorisations spéciales d'absence qu'on a remis dans le règlement du temps de travail que la collectivité peut mettre en œuvre. Pas doit, peut mettre en œuvre. Donc, quand on a des questions sur les autorisations spéciales d'absence, c'est à vous de nous répondre pour savoir ce qui a été institué, combien de jours, quel justificatif, quel est... On en passe régulièrement, je crois, en CST. Il y en a qui mettent 3 jours pour le mariage de l'agent. On peut aller jusqu'à 5 parce qu'on a une question parlementaire. Mais c'est bien à la collectivité de le définir. Ce n'est pas un droit. Le seul droit, c'est la naissance, c'est les 3 jours ouvrés. On a quelques droits sur la maladie. On le verra tout à l'heure. Il y en a qui sont de droit. Mais il y en a beaucoup qui sont de droit dans l'imaginaire des agents, alors que pas du tout. Un jour d'ASA pour un déménagement. Alors déjà, il faut que ce soit le jour du déménagement, pas 2 ans après. Ah, mais je l'ai eu aussi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé. Oui, mais autorisation spéciale d'absence, ça veut dire que vous vous absentez pour faire quelque chose. Je peux avoir le don du sang.
qui peut être sur des heures ou des demi-journées. Mais ça, on a souvent sur le mariage, sur des naissances, et puis des trucs sociétals, les familles recomposées. Le décès de mon beau-père, c'est qui mon beau-père? Le père de ma femme ou alors le nouveau mec de ma mère? C'est pas le cas pour moi, rassurez-vous. Mais comment j'entends beau-père, belle-mère? Est-ce que je l'applique aux familles recomposées? Oui, non. Quel justificatif sur le concubinal? Dit que c'est ma compagne, mon compagnon. Sur les décès, avec Yamina, on me posait la question, parce que dire, bah oui, j'ai un oncle qui est décédé. Ouais, mais comment je peux vérifier que c'est bien votre oncle? On n'a pas le même nom. Ah ouais, on a dit, bah, j'ai pas de solution. Oui. Telle personne tenait là. Alors, surtout avec l'intelligence artificielle, maintenant, faire des certificats, ça va assez vite. Donc, on dit aux collectivités, bah, écoutez, vous n'étiez pas obligés non plus d'instituer des autorisations spéciales d'absence pour décès d'un proche. Hein. Mais c'est à vous de le définir par délibération. Donc, c'est un sujet qui vient régulièrement, puisque je crois qu'on est en attente d'un décret qui fixe définitivement les ASA, et je crois qu'on en attend depuis 1987. Ça devrait arriver. Et oui, quand on a parlé avec Claudine, c'est vrai que les ASA, ça a toujours été un problème, au point où on avait même envisagé que nous, au centre de gestion, on prenne des délibérations sur les ASA en disant, à défaut de délibération dans les communes, c'est celle-là qui s'appliquerait. Bon. Après, ça va être compliqué au niveau de négociations syndicales, mais parce qu'en fait, on est coincé dès qu'on parle d'autorisation spéciale d'absence, parce qu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas vous répondre là-dessus. La réponse, elle dépend de vous. Donc, dans le règlement du temps de travail, on a listé toutes les ASA qui étaient possibles, et puis bah, à vous de faire votre choix. Je prends pas, je mets moins, voilà, justificatif, je demande ça, je ne peux pas répondre à votre place. Et puis également, les délais de prévenance qui sont obligatoires. Mais oui, on a des ASA qui sont un petit peu particuliers. Les CET, compte épargne-temps, à la fin, bah, ouais, j'ai pas pris tous les congés, j'ai pas pris tous mes RTT. Si un agent vous demande d'instituer un CET, vous êtes obligé de l'instituer. Quelles vont être les modalités pour les poser? Est-ce que vous allez ouvrir la possibilité de les monétiser, racheter les congés? Il y a que dans ce cadre-là qu'on peut, les congés RTT compris, avec un tarif qui est fixé par décret. Ça peut également être transformé en points pour la retraite, RAFP. Mais ça, c'est un mode de fonctionnement qui doit faire l'objet d'une délibération sur le CET. Je ne peux pas répondre non plus à votre place, savoir si vous pouvez racheter des CET à vos agents. Après, dans la délibération, vous pouvez vous laisser les deux possibilités. Je fais le choix, soit démonétiser ou non, à discrétion de la collectivité ou à discrétion de la banque, peu importe, mais définissez les règles. Parce que ça, les CET, je vous dis, c'est potentiellement des bombes à retardement. Quand vous avez plusieurs agents qui ont 60 jours sur leur CET, vous vous dites, bah, en fait, potentiellement, s'ils me les posent, ils partent 60 jours dans l'année. 60 jours, plus les congés, plus la paix, je reviens. Une année sabbatique. J'avais eu le cas, quand je travaillais dans une collectivité de l'Aube, où j'avais un agent qui, je crois, tous les 4-5 ans, partait, comme c'était conduit, parce que c'était dans le règlement, partait aussi à Cuba pendant un certain nombre de temps. Et en fait, pendant 3-4 ans, je ne prends pas de congé, je ne prends pas de RTT, ou vraiment le minimum, je blinde mon CET. Une fois que mon CET est plein, allez, je fais un grand voyage. Donc ça, et oui, mais pendant que l'agent fait le grand voyage, faut le remplacer. Donc là aussi, ce sont des choses à voir dès lors que vous l'instituez. Sur la maladie, on en a parlé, le sort du RI. Que dit votre délibération RIF7 par rapport au CMO? Et sur la maladie, je suis sûr que j'en oublie. Il y a plein de points sur lesquels le législateur renvoie à la libre administration des collectivités territoriales. Et on l'a également dans le modèle de règlement intérieur qu'on a mis. Là-dessus, sur le sort, j'insiste, du régime indemnitaire, est-ce que votre régime indemnitaire suit le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire? Oui, non, vous ne savez pas. Voilà, c'est tout ce que... Voilà. Si vous ne savez pas, ne me le dites pas, mais voilà, vous devriez savoir, est-ce que je le fais? Parce que c'est une possibilité et non une obligation. Les horaires de service, est-ce que vous avez fixé dans un règlement vos horaires de service? Là aussi,
on travaille en bonne intelligence, tout va bien, etc. Est-ce qu'il y a des sites et des marges de tolérance? Je rappelais ce matin un maire qui était venu nous voir avec Claudine en disant « J'en ai marre, mon agent il arrive toujours en retard. » Je lui dis « En retard par rapport à quelle norme ?» Il dit « Je sais pas, on a toujours fait comme ça. » Oui, mais il ne peut pas être en retard si les horaires n'ont jamais été fixés. Donc, il voulait le sanctionner. Je lui dis « Tu ne peux pas le sanctionner. Tu n'as jamais mis les horaires du service. Quitte à mettre les marges de manœuvre. Vous arrivez entre 8h et 8h30, vous arrivez entre 8h30 et 9h, vous partez. Peu importe. On va le voir là après sur le modèle de règlement. Il y a un certain nombre en matière d'horaire et de temps de travail, de choses à voir. Sur les cycles, marge de tolérance. Est-ce que vous faites un système de crédit débit? C'est-à-dire qu'un jour je travaille un petit peu moins, l'autre jour je travaille un petit peu plus pour compenser. C'est possible aussi, à condition de pouvoir les justifier là-dessus. Donc on verra un petit peu ça sur les horaires de service que vous pouvez mettre en place et sur le temps de travail. On verra. Vous avez combien de pauses pour déjeuner? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Il y a une recommandation de 45 minutes, ça reste une recommandation. Est-ce que vous avez un agent qui mange en 10 minutes, vous lui comptez 45 minutes ou vous leur poussez? N'est-ce pas? Nous, je crois que c'est 45 minutes d'office. 45 minutes obligatoires. Celui qui ne fait pas 45 minutes, tant pis, on décompte 45 minutes. C'est une recommandation européenne et qui est poussée par tous les médecins. Comme quoi, il faut une pause. On a énormément d'agents qui ne veulent prendre que 20 minutes, qui font une confusion avec la pause des 20 minutes, qui disent en 20 minutes, non, travailler une journée complète avec uniquement une pause de 20 minutes, c'est pas sérieux. Il y a un côté médical. Donc on applique, donc nous c'est fixé par délibération, il y a obligatoirement une pause de 45 minutes qui est décomptée. Donc on peut aller jusqu'à 2 heures quand même. Oui. Mais c'est propre au centre de gestion. Ne me posez pas la question combien j'accorde de temps de pause à mon agent pour qu'il déjeune. Et après, c'est un temps qui est réputé non travaillé. Après, sur les horaires de service, là aussi, j'ai travaillé sur les collectivités avec qui j'ai travaillé sur des cas particuliers sur lesquels il y a des dérogations. Les animateurs, ceux qui vont en camp de vacances. C'est pas le code du travail, c'est pas le CGFP, c'est le code de l'action sociale et des familles qui s'applique. Et dans le code social et l'action des familles qui s'applique, il y a aussi la nécessité de fixer des règles. L'agent animateur ZAFA qui a un contrat d'animation et qui va aller en camp de vacances pendant une semaine, évidemment, il ne va pas laisser des enfants sans surveillance en disant « je vais faire ma pause ». Donc, il y a des dispositifs qui existent, et donc les éditeurs disent soit en fait, il y a plusieurs animateurs et vous prenez votre pause à tour de rôle, soit vous cumulez votre temps de pause et vous le prenez à l'issue du camp de vacances. Les deux sont possibles, mais à condition de bien avoir déterminé des règles. Et j'en profite aussi, on a la même chose avec les ATSEM, avec le temps du midi, etc. Et j'en profite de dire que le règlement du temps de travail, vous avez vu, c'est une obligation réglementaire, ça permet de fixer des règles. Et puis en matière de dialogue social, en matière de dialogue avec les agents, c'est quand même pas mal de les impliquer dans le règlement commun. Et on disait avec Claudine ce matin, là on va avoir des échéances électorales, ce serait bien de faire le règlement intérieur avant, pour que ensuite les nouvelles équipes municipales sachent comment fonctionne la collectivité. Et en cas de mutation, c'est aussi pas mal quand un agent arrive de dire « Tiens, voilà le règlement intérieur, c'est comme ça qu'on fonctionne de ma collectivité. » Parce que c'est toujours « Ah oui, mais dans notre collectivité, je dois... » Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Et moi, dans ma collectivité, c'est comme ça. Donc effectivement, on travaille sur les camps de vacances, on travaille sur le temps de travail des ATSEM. Quand on a un statut vraiment particulier, on va faire une réunion spécifique pour juste qu'on la fixe sur les ATSEM et tout ce qui va être attrait à la petite enfance, parce que là aussi, il y a des régimes dérogatoires. N'empêche que la pause de 20 minutes, elle s'applique. On a eu le cas aussi dans une collectivité, vous n'appliquez pas la pause des 20 minutes, évidemment, il a fallu leur payer en heures supplémentaires en protocole transactionnel, parce que les ATSEM ont également droit à leur temps de pause. Là aussi, les ATSEM, j'en profite, annualisation du temps de travail, et même dans un autre secteur d'activité, quand l'agent est annualisé, ne prenez pas de septembre à juin. L'agent, il est payé aussi en juillet et août. Parce que sa paye de juillet et août, même s'il ne travaille pas, a été générée par les mois précédents. L'annualisation, c'est simplement l'agent qui travaille 10 mois sur 12, mais ensuite, on répartit son salaire sur 12 mois.
Donc on a déjà eu des cas en disant « Oula, moi je ne veux pas le payer pendant les vacances scolaires, du coup je vais arrêter son contrat ». Ben non, en fait, l'agent il est lésé, donc s'il fait un cours, il va gagner. Donc sur l'annualisation, on a aussi des règlements très spécifiques par rapport aux accès, par rapport à d'autres cadres d'emploi, où la jurisprudence est très claire, uniquement pendant la période scolaire. Voilà, encore une assez récente qui est tombée là-dessus. Mais c'est des cas qu'on a déjà eus. Et justement, ça vous permet aussi de vous poser des questions, comme je disais, avant que le cas se produise. Nous, on essaye toujours, je dis toujours, il faut répondre aux questions avant qu'elles se posent. On a eu le cas aussi des conditions climatiques exceptionnelles. Quand il y a une grosse canicule, vous laissez vos agents techniques sous la chaleur ou vous permettez de décaler les horaires. Et au bout de quelle température? Là, on va plus sur la santé et la sécurité au travail. Mais là, c'est pareil, hein, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le droit de retrait. Et j'ai déjà eu des agents qui disent « Oula, au-dessus de 32 degrés, moi, le droit de retrait, il y a un danger pour ma santé. » Par contre, au-delà de 37-38 degrés, je peux le comprendre. Mais j'habite où la limite et qui le détermine? Qui dit à un moment donné, ouais, là ça commence à être dangereux de travailler sous ce type de conditions climatiques, on va décaler les horaires de service et j'accorde le droit de retrait pour la santé et la sécurité des agents. Bah, si vous attendez le jour où il y a ce genre de période climatique, c'est déjà trop tard. Ça va créer des conflits entre collectivités, puisqu'effectivement, bah, voilà, et là, pour le coup, il y a une partie dans le règlement qui renvoie aux documents uniques, qui renvoie aux conditions de travail, et là, il faut travailler avec votre conseiller de prévention. Je rappelle que vous avez tous un conseiller de prévention. Donc, vous allez avoir ça, et ce travail-là doit faire. Et dans le règlement le règlement intérieur, je mets, quand c'est possible, le nom du conseiller de prévention, pour que l'agent qui a possession du règlement intérieur sache à qui s'adresser en cas de difficulté ou de risque au travail. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Sur les locaux, comment vous gérez vos accès? Avec des clés, avec des bacs, tout le monde a accès à tout, il y a des accès différenciés. Si un jour il y a un vol, vous savez comment contrôler qui est venu ou non dans votre bureau? Et est-ce que le maire a le droit d'aller dans le bureau de la secrétaire de mairie et d'ouvrir l'ordinateur? Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir les bureaux? Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir les armoires? Vous pouvez répondre à cette question. Donc moi, je vais vous donner la réglementation, et je trouve que c'est bien dans un règlement intérieur que tout le monde sache ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire. Et puis là, je ne vais pas aller sur le RGPD, etc. Et simplement l'accès aux locaux. Est-ce que j'ai accès aux serveurs informatiques? Est-ce que nous, au centre de gestion, je crois que pas loin, vous allez derrière vous, il y a des bureaux dans lesquels il y a des dossiers confidentiels liés au conseil médical. Est-ce que tout le monde a accès à ce... Non, je vous rassure, c'est non. Mais à un moment donné, on doit dire qui y a accès, pourquoi, qui n'y a pas accès, pourquoi, et comment sont gérés les accès. Du coup, maintenant, c'est un système de badge, on sait exactement qui a ouvert quelle porte là-dessus. Donc, là aussi, on a déjà eu des questions là-dessus, sur la gestion des locaux, sur également l'utilisation du matériel. Est-ce que vous avez un téléphone portable, un ordinateur de la collectivité? Est-ce que vous pouvez l'utiliser, y compris à des fins personnelles? Est-ce que vous avez des véhicules? Est-ce que dans le véhicule, vous avez bien un carnet de bord? C'est une obligation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir tracer là où l'agent est allé et à quel moment. Donc là, c'est pareil. Ça s'appelle un règlement intérieur. C'est-à-dire si demain, il y a un accident, etc., on va vous demander le carnet de bord d'utilisation de la collectivité. Donc nous, on a des carnets de bord et quand on le remplit pas, on se rappelle à l'ordre dans la minute qui suit. Hein. Donc, non, mais c'est tout bête, mais nous, on a une gestion informatisée, on réserve un véhicule, on sait exactement qui a pris quel véhicule pour aller où et pour faire quoi. C'est pas pour fliquer les gens, mais on s'en moque peut-être. Mais il peut y avoir un contrôle là-dessus, un contrôle des trésoreries, un contrôle au niveau de l'assurance. On a obligation de le savoir, d'avoir une traçabilité là-dessus, donc c'est bien utilisé. Est-ce que vous contrôlez que ceux qui ont bien leur ticket de véhicule ont toujours leur permis de conduire? Et quelqu'un qui a une suspension, c'est des cas que je vais poser, quelqu'un qui a une suspension de permis, est-ce qu'il est obligé de le dire à son employeur? Moi, il n'y a aucun texte qui me le dit. Hein. Ouais. Si on dit ce week-end, on me retire mon permis pour excès de vitesse ou alcoolémique ou deux, tant qu'à faire, hein.
je suis pas forcément fier de moi, et donc je vais m'arranger pour qu'on me dépose le matin, qu'on vienne me rechercher le soir, pour pas que ça se sache, parce que dans le cadre de mes fonctions, j'ai pas la nécessité d'utiliser un véhicule. Et si j'ai pas envie de le faire, je le dis pas. Par contre, je ne prenne pas une voiture à défaut de permis, parce que ça, on l'a eu dans certaines collectivités. Donc, on peut avoir ce genre de difficulté-là qu'on a, donc l'utilisation des véhicules doit être normée. Attention, tu allais trop loin quand même. Hein. J'ai quand même freiné un tout petit peu sur les permis. N'allez pas demander régulièrement à votre agent combien de temps il lui reste. Ça, vous n'avez pas le droit. Ne demandez pas, voilà, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. L'agent s'engage, j'ai toujours des points sur mon permis. Ça s'arrête là. Dans le règlement. N'allez pas demander, parce que je l'ai vu, j'ai vu des agents qui m'ont appelé. Là, c'est des agents qui m'ont appelé, ce n'est pas les collectivités. Ma collectivité me demande de fournir tous les ans mon permis de conduire avec le nombre de points. Je dis, ah non. 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 Bon, après, je me suis mis en relation avec la collectivité. Mais non, mais c'était pas, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais là, on ne va pas jusque-là pour faire, voilà. Par contre, l'agent, oui, les permis, c'est super important parce qu'on est très, très régulièrement confrontés, surtout pour les problèmes d'agents techniques, ceux qui ont vraiment besoin de bouger. Vous avez une collectivité, un agent technique qui n'a plus son permis, vous faites comment? À part lui acheter une voiture sans permis. C'est du réel. Je le dis, une voiture sans permis pour voilà, c'est du réel. Les petits Citroën avec du blé, ça, oui, c'est réel. Mais c'est un choix, ça aussi. Et ça pose des problèmes. Mais n'allez pas demander, n'allez pas trop loin dans la demande. Il y a un engagement que l'agent a son permis. Sinon, est-ce que l'agent doit faire une déclaration sur l'honneur une fois par an, par exemple? Alors, donc, on peut le mettre dans le règlement intérieur. Moi, dans le règlement intérieur, j'ai proposé que l'agent qui utilise un véhicule est réputé avoir un permis de conduire en validité. C'est-à-dire que là, je mets la responsabilité sur l'agent. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas ignorer le fait qu'en prenant un véhicule, vous étiez supposé de l'avoir. Parce que parfois, il suffit qu'il y ait un accident. Là, c'est... Voilà. Après, sur les permis de conduire, il y a un vide juridique au niveau national, sur lequel on a même essayé d'interpeller des parlementaires, mais en ce moment, poser des questions au gouvernement, ça a été compliqué pendant une période. Le temps que la question arrive, on avait changé de gouvernement. Donc, mais ça fait partie des points sur lesquels on a interpellé les parlementaires, parce que, comme disait Claudine, l'agent technique qui a parfois besoin de son permis, ne serait-ce que parfois le tracteur tondeuse, parce que s'il va sur la route, il a besoin du permis, il perd son permis, il ne perd pas sa qualité de fonctionnaire, puisque le permis de conduire n'est pas dans les documents nécessaires au statut d'agent public. Si ça a été une faute dans le cadre de sa vie privée, disciplinairement, je ne peux pas dire grand-chose. Le maire, je comprends qu'il soit embêté parce qu'ils vont aller, si c'est une semaine de suspension, ça va, quand c'est 6 mois ou quand c'est définitif, c'est quand même plus compliqué. Donc on a à peu près arrosé tous les CDG. Donc il a dit, oui, il faut lui confier des tâches qu'il ne sait pas de permis. Ça, j'avais deviné, mais c'est pas toujours évident. Mais tout le monde a dit, ouais. Donc effectivement, dans une collectivité, même moi en fait, j'ai pris des véhicules sans permis. Dans une autre collectivité, j'ai embauché un agent pour conduire mon agent technique. Ah oui, mais oui, parce qu'en fait, c'est une commune qui est tout en longueur. Donc tu me dis, pour aller ne serait-ce que d'un point A à un point B, voilà. J'avais demandé évidemment à la ville, ils me disent, bon nous on leur donne des vélos. Voilà. Après, le problématique, oui, si c'est un chauffeur ripper, il ne sera plus chauffeur, il ne sera plus ripper. Et là, on a interpellé les parlementaires, la question elle est prête en disant, mais et on vraiment, je suis national à toutes les portes, c'est vraiment peut-être un point sur lequel le maire n'est pas là, enfin, un maire concerné, je lui dis, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Et parce qu'il me relançait, je dis, j'ai cherché, j'ai interpellé, j'ai appelé un cabinet d'avocats à Paris, j'ai vraiment tout fait, on a appelé à Lyon, Claudine a appelé au niveau de la FNC. Non, on ne sait pas. Bon, écoutez, on va quand même prévoir ça dans le règlement intérieur, le permis, parce que peut-être le mettre en clause résolutoire de contrat de certains, le mettre peut-être dans la fiche de poste. Il faut le mettre dans la fiche de poste. Vous avez un emploi qui nécessite obligatoirement des déplacements, il faut le mettre dans la fiche de poste. Ça répond un petit peu à votre question, c'est-à-dire que l'agent, en signant sa fiche de poste, sait qu'il doit avoir son permis. S'il ne l'a pas, à lui de faire la démarche.
Si vous commencez à demander les permis de tout le monde, quand vous avez 3 agents, ça va. Quand vous en avez 500, ça vous oubliez. Voilà. Mais il faut que l'agent soit au courant que ce permis est obligatoire dans certaines missions. S'il ne l'a plus, à lui de venir vous voir, d'organiser, de prévoir ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, s'il ne le dit pas, non seulement il va engager sa responsabilité, mais il emmène avec lui le maire. Ah oui, c'est ça. J'ai même pas dit la commune, j'ai dit il emmène le maire avec lui. Donc là, après, on peut se retrouver, c'est des dossiers qu'on peut très bien retrouver aussi en conseil de discipline. L'agent ne m'a pas prévenu qu'il y a eu un accident, enfin, vous imaginez, non, on n'imagine pas d'ailleurs. On va éviter d'imaginer ce qui peut se passer, mais il faut vraiment que ce soit spécifié quelque part. Sans faire un contrôle systématique. Non, moi je ne demande pas les permis de conduire. Ici, tous les agents doivent bouger, tous, sans exception. Notre agent d'entretien à moi, donc ça prend toute l'échelle. Il faut qu'on ait notre permis. Il faut qu'on ait des points sur notre permis, du moins. Voilà, mais je ne sais pas, je me fiche royalement et je pars du principe, comme personne ne m'a rien dit, c'est que tout le monde est en règle. Par contre, si jamais quelqu'un n'y était pas et qu'il y a un incident, c'est pas que l'agent fait mon faux CDG, je vous dis honnêtement, là on userait tous les stratagèmes possibles et inimaginables, donc toutes les procédures possibles et inimaginables sur le plan juridique pour se séparer d'agents. C'est trop dangereux. À un moment donné, il faut, voilà. Mais c'est ça qu'on met. Et il faut le prévoir quelque part. Il est réputé, donc je mets dans le règlement intérieur, l'agent est réputé à avoir son permis s'il utilise un véhicule, sinon il n'engagera pas la responsabilité. Ça peut être un petit peu, ça peut demander des mots, mais au moins il y a un début de quelque chose. On y a pensé. Voilà, on n'y a pas pensé tout simplement le jour où c'est arrivé, on y a pensé. On a même une commune où le maire l'a su après, presque l'agent s'en est vanté. Pendant 6 mois, j'avais pas mon permis, t'as rien vu, là. Ouais. Non, le maire, du coup, il rigolait pas. Après, il me dit, bon, on peut faire une sanction, ça va devenir compliqué. Donc, le matériel, la traçabilité. Bon, maintenant, on doit prendre une délibération pour dire ce qu'on a. L'utilisation personnelle. J'ai aussi le truc. Alors, oui, effectivement, quand on travaille un peu d'intelligence, et parfois, j'ai un maire qui me dit, mon agent est toujours sur son téléphone portable. Bon, je passe n'importe quelle heure dans son bureau. Est-ce qu'on peut supprimer le téléphone portable pour des appels personnels en cours de travail? Moi, je ne me battrai pas là-dessus. Par contre, dire qu'on doit avoir une utilisation raisonnée voilà, ça peut paraître aussi des mots, mais c'est bien de le dire. Il faut avoir une utilisation parcimonieuse de son téléphone portable. Par contre, je peux l'interdire dans certains cas spécifiques. Je peux très bien dire à quelqu'un qui garde des enfants, pendant que vous gardez vos enfants, vous n'êtes pas sur votre téléphone portable. Si je vous prends votre téléphone portable, c'est une fonction. Mais je dois le justifier. Vos fonctions sont incompatibles avec l'utilisation du téléphone portable. Vous le ferez à votre pause de 20 minutes, etc. Et quand il n'y a rien, en matière disciplinaire, on fera peut-être un peu sur la discipline. On a beaucoup de cas disciplinaires, on ne fait que ça. C'est souvent des sujets, mais qui montent petit à petit. On dit rien, et puis alors, le jour où ça pète, on veut tout. C'est bon, on dit rien, je le dirai. Donc ça, je vois le téléphone portable, je dis rien, encore téléphone portable, un peu de téléphone portable, jamais de remontrance, et du jour au lendemain, ça clash. Il y a un trouble là. C'est bien de dire qu'il y a une utilisation raisonnée. Et on en convient dans le cadre du règlement intérieur avec l'agent. Voilà, vous l'aurez dans le cadre de votre pause de 20 minutes et vous l'expliquez. Donc ça, on l'a beaucoup. Et puis l'utilisation personnelle des différents, comme l'ordinateur, etc., puisque le législateur dit qu'on peut avoir une utilisation marginale des personnels. Sur les formations, alors déjà, il y a obligatoirement un plan de formation, mais également un règlement de formation. Ça fait partie également des documents que vous êtes censés avoir, dans lesquels on peut faire mention dans le règlement intérieur, sur les modalités d'inscription, les décisions, les départs et comme les congés, les ordres de priorité. Dans quel cas j'accorde un agent de partir en formation, dans quel cas je ne lui accorde pas. Comment vous comptabilisez le temps de formation? Vous pouvez dire, on considérera la journée de formation comme une journée de 7 heures, considérant que les gens attendent 5 heures. Parce que là aussi, les RTT, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que quand vous êtes en maladie, par exemple, vous ne pouvez pas récupérer du temps de travail que vous n'avez pas fait. Quand vous êtes en formation, c'est des journées de 6 heures, vous ne générez pas de RTT, puisque vous n'avez pas fait de travail en plus. Donc il y a des décomptes à faire qui sont possibles et qu'on met. Et là, il y a une modalité de calcul. C'est pour ça qu'en matière de temps de travail, puisqu'il y a une grosse partie du règlement intérieur, c'est le règlement du temps de travail,
Et je le disais en introduction, maintenant il y a des logiciels très bien faits, mais pas chers, qui permettent de simplifier la vie et qui calculent tout automatiquement. Donc, je crois que nous, quand on est en maladie, ça peut nous mettre 7 heures ou je sais pas quoi, et bah, du coup, si je suis 3 mois en maladie, bah, forcément j'ai moins de RTT. Et c'est logique. Et ça aussi, je pense que certaines se reconnaîtront, si je pose des journées sur un CET, je ne peux pas en même temps les reporter sur l'année suivante. Je suis pas obligé de les retirer, je ne peux pas me les faire. Mais ça va, il y a des trucs qui c'est mieux quand c'est automatique pour éviter un petit peu les erreurs. Mais ça, c'est bien de l'écrire aussi, pour bien expliquer aux agents que, bah voilà, si vous faites le choix de déposer sur un CET, ou alors vous me demandez à les reporter. Pareil, par exemple, sur l'annualisation, puisque je parle du temps de travail, vous ne pouvez pas demander à un agent qui n'aurait pas fait ses heures en 2024 de les faire en 2025. Parce qu'il y a une jurisprudence encore il y a 15 jours, je crois, parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'en 2025, vous êtes au-delà du régime des 1607 heures. Donc la collectivité dit, c'est de votre faute. C'était à mieux de vous de mieux calibrer le temps de travail. Vous pouvez éventuellement supprimer un jour de congé. Tu n'as pas fait ton temps de travail, je considère que tu as une journée de congé en moins. Donc en matière de gestion, c'est vrai que maintenant, compte tenu des contentieux, compte tenu des directives qui sont données par la jurisprudence, on ira progressivement vers une gestion automatique obligatoire du temps de travail. Je ne sais pas si j'ai encore des thématiques. La gestion du compte personnel de formation du CPF. Est-ce que dans votre règlement de formation, vous avez intégré ce compte personnel de formation? Vous avez le petit texto qui dit que vous avez de l'argent qui dort, il serait urgent de le dépenser. Oui, parce que le CPF, qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, c'est un certain nombre d'heures que vous avez pour des formations personnelles. Dans certains cas, je ne sais plus si c'est encore maintenant avoir des permis de conduire, je crois que ça a été repris là-dessus. C'est pas ma spécialité, la formation, mais c'est important d'avoir un règlement ou une délibération qui indique comment je peux utiliser le CPF. Et là encore, très souvent, plus Yamina et puis on vient avec Karen, on nous pose la question le jour où la question se pose. Sauf que c'est trop tard, puisqu'on leur dit que c'était à vous de définir les règles en amont pour l'utilisation ou non du CPF. Le CPF, c'est un certain nombre d'heures que vous cumulez et ensuite que vous pouvez utiliser pour des formations plus à caractère personnel. Donc normalement, ça fait partie des documents, vous devez avoir un règlement de formation comme vous devez avoir un plan de formation. Nous, on insiste toujours sur ça parce que je sais qu'à chaque fois, c'est comme les LDG, c'est comme les documents, c'est comme le RSU, j'ai pas le temps, ça me fait perdre du temps, etc. Oui, je le sais. Je vous ai déjà dit, je suis jury, je suis pas législateur, donc c'est pas moi qui vous l'impose. Je vous dis juste que quand on respecte bien toutes ces règles-là, qu'on définit ces règles en amont, on gagne beaucoup de temps après. Et du temps, on en cherche tous. Vous en gagnez parce que vous avez déjà défini vos règles, vous êtes autonome, vous savez gérer un petit peu toutes les questions, et nous, ça nous fait gagner du temps à vous dire, en fait, on ne peut pas vous aider. Parce que c'est... Donc, on va finir, on va regarder le règlement intérieur. Donc, ce qu'on a fait, il y a un an, j'ai commencé, donc j'ai fait une trame. Cette trame, elle est à disposition, dans laquelle il y a toutes les thématiques. Ou alors, en prestation, alors c'est pas très cher, on peut le faire à votre place, c'est-à-dire qu'on vient dans vos collectivités, on vous pose des questions comme je viens de le faire, vous nous répondez, pas tout de suite, on vous laisse un petit délai, mais on vous pose des questions, vous nous répondez, on fait un premier règlement intérieur, vous en rediscutez avec les élus, avec le conseil, etc. On refait un deuxième rendez-vous, on consolide le document, on le présente en CSD, et vous avez votre règlement intérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire et que j'ai proposé peut-être 1 ou 2 fois par an de refaire une réunion pour tous ceux qui ont un règlement intérieur pour simplement vérifier les mises à jour. Ce que je vous disais sur les congés de maladie ordinaires, oui, ceux qui ont fait le règlement intérieur l'année dernière, ils avaient un congé de maladie ordinaire à 100% et 100% du traitement. Bon, maintenant, c'est 90%. Le décret. Donc j'ai beau dire dans le règlement que la hiérarchie des normes fait que c'est d'abord la loi, ensuite le décret, ensuite vos délibérations à la fin de votre intérieur, c'est bien de mettre à jour. Notamment, c'est bien de mettre à jour pour informer les agents des évolutions réglementaires.
Je trouve que c'est important qu'un agent sache que maintenant, s'il est en maladie, c'est plus 100% du traitement, c'est que 90%. Donc c'est aussi un outil de communication assez important et un outil de communication qui vit. Donc il doit être mis à jour à chaque évolution législative ou réglementaire. Tant que ça ne modifie pas substantiellement les conditions de travail internes, vous ne passez pas en CST. Si vous modifiez des horaires, des choses vraiment substantielles, vous le repassez en CST. Et ça, on vous le dira. Et si c'est simplement une adaptation de la loi, là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça, vous n'avez pas d'obligation à le faire.